Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de la pause café. Alors j'espère, mon petit Arnaud, que tu as un café. J'ai un café. Romain a été chercher son café, il arrive dans 2 minutes. Alors on a déjà fait pas mal de blabla avant. Ah bah tiens, voilà le plus beau. Donc aujourd'hui, je suis en direct avec Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va très bien. Tu me l'as déjà demandé, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va faire comme si tu me l'avais pas demandé. Et avec l'ami Romain qui est allé chercher un café, qui a fait attendre tout le monde pendant au moins 2 minutes. Pardon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e épisode. Aujourd'hui, nous sommes directement visibles sur LinkedIn. Je pensais pas qu'on irait si tôt là-dessus, mais bon, c'est top. Et donc, sans faire attendre plus longtemps les gens, je vous propose de partager les news de la semaine. Allez, vas-y. Alors cette semaine, on va avoir une news, mais elle va être un peu plus longue, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, j'ai trouvé. Fin de la partie pour le PLFSS. Est-ce que tu as entendu parler du PLFSS, Arnaud ? Est-ce que c'est ce que c'est que le PLFSS ? C'est le plan de financement de la sécurité sociale, non ? Exactement. Donc après un énième... je suis trop fort. Il est fort. Il est affûté là. Donc après un énième 49.3, Elisabeth Borne a passé le projet de financement de la sécurité sociale pour 2024 et il a été adopté le 4 décembre dans l'hémicycle. Bienvenue sur la chaîne parlementaire. La semaine dernière, c'était Figaro. Je deviens de plus en plus vieux. La semaine prochaine, les échos. Alors, il fixe le budget de la sécurité sociale à 640 milliards d'euros et ça prévoit d'économiser 3,5 milliards. Voilà. Ok. Donc, c'est pour donner 640 milliards, c'est quand même beaucoup. Ça, je suis étonné du chiffre, mais pourquoi pas. C'est des valeurs qui dépassent ma compréhension. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je sais pas dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Donc ce fameux PLFSS, j'ai sélectionné quelques articles. Il y a notamment ils ont fait un petit focus quand même sur la lutte contre la fraude, mais ça m'intéresse pas trop. Du coup, je vais passer complètement ce sujet. Des articles intéressants, donc la gratuité des préservatifs masculins et féminins en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans. Le remboursement des protections hygiéniques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans. Ça, je trouve ça top. Et le financement d'une campagne nationale de vaccination gratuite pour les infections au papillomavirus humain, de HPV, pour tous les élèves de 5e. Ça, c'est pareil, ça a coûté un peu de sous. Ça, je l'avais entendu. Et donc là, on arrive aux mesures qui touchent un petit peu l'industrie, je trouve. On a ils avaient fait une mesure qu'ils avaient retirée, puis après qu'ils ont remis derrière. C'est la dispensation du médicament à l'unité en cas de rupture d'approvisionnement, est désormais actée. Et donc pour certains médicaments précis, si la tension est constatée, le ministre de la Santé pourra prendre un arrêté pour rendre obligatoire le recours à l'ordonnance de dispensation conditionnelle délivrée à l'unité. Donc en gros, s'il y a la tension, ils vont délivrer les comprimés donc à l'unité, donc couper les blisters, quoi. Je trouvais ça assez intéressant. Ce que ça va faire, enfin, je sais pas quel bordel ça va faire, mais bon. Ouais, en termes de traçabilité, par exemple. Juste comme ça. Ouais, c'est... Je sais. Mais ce qui me semble, t'as pas alors peut-être qu'il y en a qui ont ça, mais t'as pas le numéro de lot et la date de péremption sur chaque alvéole, quoi. Bah, ça dépend. Ça dépend des produits, ouais. Il peut être imprimé sur chaque alvéole ou sur le blister en entier. Mais tu vois, c'est exactement ça, quoi. Enfin, si jamais c'est pas imprimé sur chaque alvéole, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, exactement. Pareil, la prescription de ces médicaments en rupture pourra être interdite lors des téléconsultations. Là, les téléconsultations, ils sont allés large. Il y a eu l'air d'avoir des sales trucs en téléconsultation. Beaucoup d'abus en téléconsultation. Et donc, pareil, un truc aussi super intéressant, c'est que les industriels restent libres d'arrêter la commercialisation d'un produit. Mais lorsqu'une entreprise qui détient une AMM ou exploite une AMM voudra arrêter la commercialisation des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, elle devra tout mettre en œuvre pour trouver un repreneur sous peine de pénalité financière. Okay.
Voilà. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Je me demandais si c'est pareil, s'ils allaient pas interdire justement d'arrêter, genre tu continues jusqu'à temps que voilà. Mais finalement, ouais, ils ont quand même le droit, mais faut faire gaffe, quoi. Un truc intéressant pour les pharmaciens aussi, c'est que maintenant ils ont la possibilité de pouvoir délivrer sans ordonnance certains médicaments après réalisation d'un test. Donc par exemple pour les angines ou pour les ce qu'ils appellent les brûlures mictionnelles. Donc ça c'est pareil, c'était un truc qui était assez attendu. Mais quel genre de test? Bah tu sais les tests salivaires par exemple pour les angines ou les trucs comme ça. Ok. Les tests à bandelette, quoi, des trucs comme ça. Et donc par contre pour le tarif, on attend le tarif parce que ça forcément hein, ça va coûter de l'argent aux pharmaciens, donc ils attendent un arrêté pour le mettre. Et deux derniers trucs intéressants, les biosimilaires. Donc les biosimilaires, c'est on peut pas dire que c'est les génériques des comment on appelle des biomédicaments, mais bon c'est un peu comme ça, quoi. Donc là, ils ont fait un amendement pour autoriser la substitution des biosimilaires qui étaient complètement interdites avant. Donc avant, on n'avait pas le droit de substituer un biosimilaire par un autre. Et donc l'article 54 prévoit ainsi que les pharmaciens puissent substituer systématiquement un médicament biologique par son biosimilaire dès que celui-ci est commercialisé depuis au moins 2 ans, sauf avis contraire de l'ANSM. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc assez intéressant. Et dernier truc, le cannabis. Le cannabis qui obtient une autorisation temporaire. Donc là, tous les qui s'accordent une autorisation temporaire limitée à 5 ans renouvelable pour les cannabis médicaux délivrés par la NSM. Donc pas mal de choses intéressantes là-dedans. Donc je pense que je vais réactiver ma source pour finir cet épisode de Good Manufacturing Podcast sur le cannabis, parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse pas mal. Parce que, du coup, on savait, oui. Non, mais non, mais c'est marrant parce que sur le principe, regardez, c'est un truc qui est que plein de gens avaient pignon sur rue pour le vendre, et tout d'un coup, ça devient petit à petit un médicament. Donc dans des conditions bien particulières. Et tu parles du CBD? Non. Là, du coup, c'est parce qu'il y avait pas plein de gens qui avaient pignon sur rue pour vendre du cannabis. Enfin, je sais pas dans quel monde tu vis, mais non, mais à part si tu parles du CBD. Non, mais en gros, t'en trouves partout. En fait, c'est le processus à l'envers, je trouve, pour le cannabis. Il y avait pas de loi, il y avait pas de régulation, et petit à petit, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place, et donc en fait, ils s'aperçoivent. Ils commencent à mettre en place des plans pour pouvoir l'utiliser en thérapeutique. Et en fait, du coup, tout ce processus, il va complètement à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, quoi. D'habitude, c'est un truc que tu trouves nulle part, que t'essayes, tu fais des essais cliniques et petit à petit, tu l'étends parce que oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un process inversé. C'est vrai. Et enfin, donc en fait, t'en trouves partout, et c'est comment tu fais pour le réguler, etc. Enfin, pour le réguler, etc. Et donc, j'ai un contact qui bosse en Suisse. Je pense qu'on. C'est vrai. En Suisse, ils ont. T'es sur une pente glissante là, Paul-Adrien. De toute façon, vous l'entendrez quand il passera, et puis voilà, j'ai pas à m'expliquer. Prochain épisode depuis la prison. Alors, si vous n'avez pas plus de questions que ça là-dessus, je vais faire un point sur ce qui est en direct pour voir. 7 personnes. 7 personnes. Ah ouais, quand même. Jolie chemise spam. Ah, il y a des gens, tu vois, il y a. Le seul commentaire de cette session sera pour ma chemise. Alors, si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vous propose de passer au sujet que tout le monde attend. Notre fil rouge sur l'AQ System. Allez. C'est vraiment dommage que j'ai pas de launchpad ou de machin comme ça pour se faire plaisir avec des petits génériques là. Tu devrais faire les cartons que tu montres à la caméra. Ah grave. Générique. Tu fais une petite musique avec ton téléphone. Tout le monde a les oreilles qui saignent. Allez.
On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit rapidement dans le dernier épisode. Donc, dans le dernier épisode, on avait parlé de l'AQ-système et du processus déviation. Donc, on disait qu'il était très difficile, qu'il était assez compliqué de faire un processus pertinent pour la gestion des déviations, sans passer beaucoup de temps et déployer beaucoup de ressources finalement. Et donc, souvent, les procédures de gestion des déviations sont des copier-coller d'autres procédures d'ailleurs ou anciennes, sans plus d'innovation que ça, sans plus d'adaptation au site que ça. Et en fait, on s'aperçoit que souvent les gens mettent ce qu'ils aimeraient avoir plus que un truc adapté à la réalité du terrain. Et donc il y a que très rarement de remise à plat complète avec questionnement total de comment on fait et comment on pourrait mieux faire, et on refait tout depuis zéro quoi. Parce que voilà, ça prend du temps, des ressources, c'est assez difficile quoi. Et donc l'AQ-système, c'est à l'AQ-système d'établir la procédure de gestion des déviations. C'est elle, enfin selon nous, après, voilà, c'est elle qui va définir les rôles et responsabilités, la méthode d'investigation, la gestion des déviations, la formation et qui organise le suivi et le pilotage. Mais c'est pas elle qui fait forcément, c'est elle qui définit. Ouais. L'AQ-système doit avoir donc une solide expérience en AQ opérationnel avec une vision de ce qui se fait de mieux, enfin une vision, c'est ça, de là où elle voudrait aller, et un plan pour amener le site vers cette vision avec une vitesse plus ou moins rapide, adaptée en tout cas à ce qui est possible de faire, quoi. Donc l'AQ-système doit avoir une présence forte dans les autres services AQ et ne doit pas s'effacer face au directeur qualité sur les processus qu'elle administre. L'AQ-système doit travailler en collaboration avec les autres services pour établir les meilleures pratiques de son site et consolider avec sa vision. Ça, je trouve, c'est une phrase de folie. Le process owner des déviations ne doit surtout pas être un AQ opérationnel. Pourquoi ? Parce que ça va lui pourrir 2 jours par mois quand il va devoir faire l'analyse de l'ensemble du site. Et en plus, il en a rien à faire de savoir que les déviations n'avancent pas au magasin. Et pire encore, si par miracle, il s'aperçoit qu'il y a un problème, jamais il aura le temps ou l'autorité nécessaire pour aller s'en occuper et un peu poker l'ours dans sa cave, quoi. Donc si vous conservez un processus de déviation, si vous voulez conserver un processus en bonne déviation en bonne santé, il faut que le process owner soit une personne qui est transverse, qui maîtrise à mort la méthode d'investigation, qui maîtrise à mort encore mieux du coup le QMS, qui a la niaque suffisante pour faire avancer les choses. Bref, l'AQ-système, je pense que c'est le meilleur candidat. Après bon, c'est pas forcément et qui a à cœur d'améliorer le process en permanence aussi. C'est ça, la niaque suffisante de faire avancer les choses, de faire avancer les choses. Ouais. Donc quand je dis bref, l'AQ-système, après peut-être que d'autres personnes ont d'autres idées, mais en général dans les organisations, c'est vraiment cette personne qui a toutes ces qualités requises pour, une personne ou ce service, quand je dis une personne, pour faire avancer les choses. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je dirais ça différemment. Je dirais, ça serait bien que il y ait une personne qui ait toutes ces compétences, mais je suis pas sûr on met souvent ce process dans les mains d'une personne à l'AQ-système qui n'a pas toutes ces compétences et appétence avec la niaque d'améliorer ce process, etc., quoi. Ouais, ouais, ce qui est important. En règle générale, si je devais le caricaturer avec mes mots, en règle générale, on donne ce process à quelqu'un qui va le prendre et qui va le faire un peu vivoter, et puis tiens, quand on change de IQMS là, notre petit outil pour enregistrer les déviations, là il va se mettre à avoir beaucoup plus de travail pour former les gens à utiliser l'outil. Mais en règle générale, il fait juste vivoter le process et puis ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est ça, il prend pas ça prend pas il prend pas l'ownership du truc. Putain, ce truc c'est important et je vais l'améliorer. Et c'est mon truc et je vais l'améliorer, je vais aider les gens à bien gérer ça, quoi. Après, encore une fois, pour faire ça, il faut du temps et il faut pouvoir avoir et te sentir investi de cette mission aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du temps, à partir du moment où t'as l'AQ-système et où t'es honneur de ce process. Alors, t'as souvent d'autres process aussi que sous ta responsabilité, aussi, ouais. mais c'est ton job quelque part. Mais il faut te sentir investi
non pas de faire vivre le truc au jour le jour et d'envoyer les indicateurs une fois par mois, mais investi de la mission de faire en sorte que ça marche, enfin que ça roule, enfin que ça marche comme sur des roulettes, quoi. Ah, tu lances le recording. C'est pas grave. Voilà. Je le autrement. Ah là là. L'épisode sur 2 pour l'instant. Donc voilà, enfin, investi, je pense que c'est vraiment le truc, quoi. Je me sens investi Et de après, rendre c'est ce pareil. process le plus efficace possible, quoi. Et du coup, c'est une combinaison entre si tu te sens investi mais que t'as pas forcément le background pour améliorer, c'est là où tu déprimes, quoi. Ah ouais, Il faut- ouais, parce que tu sais pas comment le Oui. faire. Ouais, Tu déprimes, j'en sais rien. Après, tu peux Non, tu avoir des déprimes, bonnes oui. idées, tu peux. Ouais, mais c'est toujours une position délicate de dire bah améliore ça, Ouais. tu sais pas trop comment faire et puis là du coup du coup c'est là où t'as pas forcément c'est pareil quand tu vas aller face à tes accus op dire bon bah voilà maintenant j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de déviation, enfin ce genre d'investigation. Ouais, c'est bon tes conneries, barre-toi. Je fais comme je Ouais. veux, ça fait 15 ans que j'investigue des déviations, laisse tomber quoi. Ouais, ça c'est vrai. Donc pas facile. Ouais, mais en même temps, à un moment donné, comme on le disait, l'AQ-système doit définir les règles qui sont appliquées sur ce process par les autres, quoi. Donc, entre guillemets, il n'y a pas le choix. Pour tout le monde, quoi. Aussi, il y a ça, enfin, faut rééquilibrer les pouvoirs aussi, sur C'est ce ça. genre de sujet, ouais. Exactement, ouais. Donc, il Et faut donc- que la personne soit légitimée. Ouais, c'est ça. Et donc, très intéressant, ce qu'on va, le point d'orgue en fait, le point d'orgue, la clé de voûte de la mise en place d'un processus de déviation, finalement, ça va être la procédure de gestion des déviations. C'est ce que j'avais prévu de discuter avec vous. Ah, les aujourd'hui. procédures. Parce que finalement, on se rend très souvent compte que les gens, et en plus, souvent c'est des gens support prod ou AQ qui sont très attachés à ce qui est marqué dans la procédure. Et lorsqu'on veut changer quelque chose, les gens ont souvent du mal à pouvoir voilà. Il faut changer la procédure pour pouvoir faire avancer les choses. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une bonne procédure? Qu'est-ce qu'on est pour toi, Arnaud, pour toi, Romain? Qu'est-ce qu'une bonne procédure? Une bonne procédure en général ou une bonne procédure de gestion des déviations? Une bonne procédure en général. Waouh, Ah chaud. Ouais, c'est une bonne procédure de déviation, mais finalement, tu vas voir que ça va se recouper. Ça dépend. Après, si tu parles d'une procédure à l'échelle d'un site ou d'une guideline à l'échelle d'un groupe, ça va être différent déjà. C'est le point où je voulais en venir, c'est que souvent les gens les gens sur les sites, donc les AQ systèmes ou les AQ opérationnels, ça dépend qui en charge, ils vont prendre la procédure groupe et ils vont essayer de l'adapter comme ils peuvent. Donc si la procédure groupe est copier-coller. ou copier-coller. Si la procédure groupe est ultra directive, eh bien ça va mettre les AQ opérationnels dans un carcan qui vont faire que ça se trouve la procédure groupe, s'il y a plein de sites différents, ça va être très compliqué de s'adapter, de sortir une procédure efficace, quoi. Adaptée au site, adaptée aux personnes, adaptée au niveau. Et du coup, ça va être très compliqué pour la personne qui va s'occuper de ce processus de pouvoir intégrer sa vision et la vitesse à laquelle elle veut y aller dans une procédure site, si la procédure groupe est hyper contraignante. Voilà, t'as tout résumé. Et donc selon toi, Arnaud, qu'est-ce qu'on devrait trouver dans une procédure groupe pour ne pas trop bloquer les AQ système ou les AQ opérationnels qui voudraient avoir une procédure groupe, une procédure site comme ils veulent? Eh bien, déjà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on devrait trouver dans une procédure? Pour moi, on devrait trouver les rôles et responsabilités sous forme de RACI. Et donc, ça veut dire, pour avoir les rôles et responsabilités sous forme de RACI, il faut que tu aies une description du process, quoi, hein, les étapes les différentes activités du process.
Et associé aux rôles et responsabilités, tu devrais avoir du coup les besoins en termes de compétences pour les différents rôles et les modalités de formation face à ces différents rôles. Ensuite, tu devrais avoir quelques grandes règles, et c'est là où ça devient intéressant. Des règles, tu peux en avoir des assez directives et des un peu plus souples. Et typiquement, si on prend les règles de classification de la criticité, par exemple, tu devrais avoir quelque chose d'assez pas flou, mais flexible, dans le sens où tu devrais donner des grandes tendances, mais le site devrait construire son propre outil de classification qui répondrait aux grandes tendances, aux grandes règles de la directive groupe. Et en fait, pourquoi le site devrait le faire? Parce que, en fonction de ce que tu fais sur ton site, tu peux avoir besoin de rentrer dans certains détails qui font que tu es obligé d'être spécifique à ton type de produit, à ton type d'activité, etc. Et du coup, si tu restes sur une matrice ou un outil qui est dans une guideline qui pourrait être utilisé dans un groupe qui a plusieurs sites qui ont des activités différentes, tu pourras jamais avoir le degré de précision spécifique à chaque site. Et donc, en fait, ça va faire que tu vas avoir un truc un peu trop large qui va laisser place à beaucoup de subjectivité, d'interprétation, et donc moins de décisions rationnelles et plus d'hétérogénéité dans les décisions sur un même site en fonction de la personne, quoi. Ouais, exactement. Ouais. En fait, en voulant faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Et après, pour moi, et ça c'est peut-être lié aussi à nous, notre approche d'investigation des déviations. C'est pas quelque chose que j'aurais dit il y a quelques années en arrière, mais je pense que la guideline group peut être ultra directive sur la méthode d'investigation. Si on veut avoir une approche homogène d'investigation, quel que soit l'investigateur, quel que soit l'approbateur, en fait, quel que soit le site, la méthode d'investigation, elle est la même. Donc finalement, ce qui va avoir un peu tendance à changer, c'est plutôt d'un site à l'autre, c'est plutôt les critères un peu plus fins de décision pour les outils décisionnels qui vont être spécifiques à chaque site. Mais par contre, la méthode d'investigation, elle est la même quel que soit le site, quoi. Ah, voilà. C'est intéressant, ça, effectivement. Tu veux commenter, Romain? Non, je pense que c'est pas facile de jauger le degré de précision qu'il faut, parce que tu sais, c'est souvent une remarque qu'on a quand on va sur les sites, c'est ouais, mais tout le truc de déviation, tous les outils sont trop orientés prod, quoi. Du coup, les gens du sécu, les gens du magasin, ils s'y retrouvent pas. Enfin, du coup, rester directif sans être trop précis non plus pour que tout le monde s'y retrouve. Ouais, c'est vraiment un level à trouver qui doit pas être simple. Oui, ou alors tu peux avoir aussi une matrice à différents critères selon le type de déviation que tu as en face. Après, bon, c'est vrai que c'est souvent très orienté prod parce que t'as la majorité, 80% peut-être pas, mais 70% on va dire des déviations qui sont là-bas, quoi. Donc c'est pour ça aussi. Oui. Donc, par exemple, on avait écrit une procédure générique que vous pouvez retrouver dans nos différents liens. Donc on avait une des règles générales pour justement la pression. Ce qu'on avait mis, c'était que les caractéristiques de la déviation, gravité, occurrence et détectabilité, sont évaluées en utilisant les grilles concernées. Ces trois caractéristiques permettent de déterminer la criticité, la profondeur d'investigation, le besoin d'évaluer les impacts étendus et le besoin en CAPA selon les matrices concernées. Ah, ça c'est une bonne règle de guideline. Donc en gros, ça dit que il faut que tu évalues ta déviation selon les critères, selon la gravité, occurrence, détectabilité. Ça dit qu'il faut que tu construises des grilles pour chacune des grilles qui décrivent en gros les différents degrés pour chacune de ces critères. Que du coup derrière il faut que tu aies des tableaux à triple entrée pour une fois que tu as déterminé ces trois critères qui vont te donner la criticité, la profondeur d'investigation, le besoin en CAPA et les impacts étendus. Donc et tu sais, la guideline, elle devrait aussi préciser ou donner au site
à partir de cette règle, une méthode pas à pas, comment construire votre grille pour votre site, quoi. Ouais, c'est vrai. Ou alors ça pourrait être, après c'est pas un truc, ça pourrait être justement une des prérogatives de ces fameux AQ, enfin de l'AQ groupe quoi finalement, c'est d'aller une fois par an ou une fois tous les 2 pour ans aider sur le les site sites pour réévaluer la matrice, réévaluer les matrices, reconstruire Ouais, les grilles, carrément. remettre un peu tout à plat quoi. Mais c'est peut-être l'occasion de faire une analyse Pareto, des trucs comme ça. Ouais, ça serait l'occasion. Ça serait bien, effectivement. Et donc finalement, donc ça pourrait être en fait cette procédure avec les règles générales, elle pourrait être mise directement reprise par le site. Et derrière, le site construit ses matrices, construit son logigramme de traitement et son RACI, sa matrice de formation. Du coup, c'est les modalités d'évaluation de connaissances pour les différentes personnes, quoi. Ouais. Donc finalement, ce qu'on dit, ouais, voilà, c'est ça qui est intéressant, Arnaud, c'est quand tu dis c'est très directif pour la méthode d'investigation, et ça, c'est un truc qu'on demande souvent sur LinkedIn. C'est comment est-ce qu'on construit une méthode d'investigation pas à pas. Ça, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Nous, on en a construit une, et en fait, la première fois qu'on l'a construit, en l'occurrence, quand j'ai commencé à construire ça, je crois que c'était en 2016. On continue toujours à l'améliorer, mais on a commencé à avoir quelque chose de beaucoup plus abouti 2019, quoi. Et en fait, c'est par l'expérience aussi, et ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi la semaine dernière sur l'expérience des AccuSystem et la connaissance de plusieurs sites, etc. C'est l'expérience aussi c'est la confrontation ou l'effet miroir avec d'autres personnes qui ont de l'expérience aussi en fait. Mais par contre, moi, je suis vraiment pas. J'aime pas du tout dans les procédures quand on dit pour l'investigation, vous avez cet outil, puis vous prenez celui que vous voulez, quoi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des investigations super hétérogènes d'une personne à l'autre, etc., quoi. Et ce qui est très important aussi, c'est que on peut utiliser plusieurs outils, mais en fait, c'est que la fin d'un outil doit représenter le début d'un autre. C'est-à-dire qu'on recommence jamais de zéro, quoi. En gros, tu prends ton premier outil, tu as abouti à un certain nombre de causes potentielles. Ces causes potentielles, tu les remets dans l'outil suivant et tu pars de là, quoi. Ouais, exactement. Parce que si tu recommences, imagine tu fais un 5 pourquoi, puis après du coup tu refais un cinquième. Déjà tu fais un 5 pourquoi, puis un cinquième. Enfin, tu vas te retrouver avec plein de trucs présentés sous de formes différentes, et ton rapport il va être horrible, quoi. À lire, ça va être des répétitions dans tous les sens. Ouais. Carrément. Donc, et du coup, autant faire un 5 pourquoi mixer avec un cinquième. Directement. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez, je sais pas si ça c'est intéressant que si je projette la procédure déviation qu'on a écrite. Bon, je vais essayer pour voir. La dernière fois que t'as projeté un truc, je vous ai perdu. Allez, j'essaye quand même de partager mon écran. Alors, est-ce que j'ai foutu ça ? Ah ouais, mais là je peux partager tout l'écran. Allez, hop, vous allez voir tout ce que j'ai partagé. Wow. En tout cas, ça a pas. Ça, c'est bon, je vous ai encore avec moi. Ouais, toujours là. Ouais. Alors, comment on avait construit ça ? Procédure de traitement des déviations. Donc là, c'est un exemple. C'est pas un exemple de procédure groupe, ça serait un exemple de procédure site. Donc ça, c'est une procédure typiquement qu'on fournit quand on fait une intervention, élémentaire. Élémentaire, c'est pour la méthode pour déployer une méthode d'investigation. Donc on va avoir les objectifs, comme ça c'est assez classique. Domaine d'application, très bien. L'organisation documentaire. Donc là, c'est c'est vrai, j'ai oublié ça. Mais ouais. Donc là, c'est tous les documents qu'on fournit qui sont liés au processus de gestion d'une déviation. Donc voilà.
Les règles générales, donc c'est là où on retrouve typiquement ce que je vous avais raconté là à l'instant sur comment gérer la déviation en fonction de la gravité, occurrence, détectabilité. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc il y a la numérotation aussi. Mais bon, après, s'il y a un QMS, c'est plus facile. On va avoir, et ça c'est très important dans une procédure, le logigramme de traitement des déviations. Donc là, avec et pas le logigramme de comment ça se passe dans le QMS. Hein. Voilà, donc le logigramme ça devrait être combiné un peu avec ce qui est dedans. Hein, donc tu devrais retrouver globalement les mêmes étapes si ton processus QMS est bien paramétré dès le départ. Mais du coup, ça devrait s'intégrer assez facilement dedans, quoi. Ouais, en fait, si je disais ça, c'est que souvent dans les procédures, en fait, on se limite entre guillemets à l'enregistrement de la déviation, l'enregistrement de l'investigation, et on a souvent des logigrammes qui sont centrés sur l'outil QMS et non pas sur le process en lui-même. Et du coup, on manque des acteurs dans le process, et c'est souvent chez ces acteurs-là que c'est bloqué, quoi. Donc le logigramme, et ensuite derrière on va voir le RACI, très très important les RACI pour bien savoir, parce que c'est encore une fois, hein, si le RACI est pas précis, eh ben on va avoir des gens qui vont attendre qui vont faire attendre la déviation. Ça va être bloqué chez eux sans que personne ne sache, et finalement ça retombe toujours sur c'est l'AQ qui bloque les déviations. Non, pas forcément. Donc là aussi très intéressant à mettre dans ce tableau, donc c'est l'opération. Donc chaque opération qu'il y a d'un côté, c'est des opérations qu'on retrouve dans le logigramme, avec les outils, le RACI, des commentaires. Donc avec ça, là on a vraiment le processus déviation qui est extrêmement bien décrit. Derrière, et ça c'est trop fort, c'est la matrice de formation, donc les différentes tâches avec qui doit maîtriser l'opération, qui doit avoir une compréhension suffisante pour participer à l'opération. Et derrière, les différentes matrices de formation avec les modalités de formation pour chacune des étapes. Et voilà. Elle est bien cette procédure. Je l'aime bien. Et alors on va nous poser la question, mais ils sont où vos outils de décision? On les a pas vus dans la procédure. Les outils de décision, on les entreaperçoit dans les documents, dans la liste des documents associés, hein, mais ils sont en annexe. Exactement. Ils sont en annexe pour qu'on puisse les modifier facilement. En annexe ou selon l'architecture de documentaire du site, ça peut être un mode-up ou j'en sais rien. Mais quelque chose qui soit un peu plus simple à modifier si on a besoin de le modifier. Et normalement, cette procédure, elle devrait pas beaucoup évoluer, quoi, en fait. Alors que les annexes peuvent évoluer, les outils peuvent évoluer. Donc là, cette procédure, dans notre façon de réfléchir, elle combine le niveau 1 et le niveau 2. Donc, sachant que le niveau 1, c'est les règles générales. Le niveau 2, c'est le qui fait quoi quand. Donc, n'importe où dans cette procédure, en fait, quand on est à une étape, on peut se retrouver ici, je dois utiliser ces outils, et puis c'est moi qui suis responsable, ou c'est lui qui est responsable, etc., etc. Donc là, on peut naviguer très facilement dans le système, dans le processus déviation. Et derrière, c'est lié à tous les comment. Donc ça va être soit des documents, c'est des documents très précis qui vont dire comment on entre dans le QMS, ça du coup c'est propre à chaque QMS, comment on fait pour décider, comment on fait pour investiguer, comment on fait pour tracer, etc., etc., etc. Et ce qui est assez intéressant aussi dans cette procédure, c'est d'intégrer l'analyse de justement à fréquence définie du portefeuille de déviation pour faire des regroupements Pareto, etc. Ce qui est pas forcément ni décrit ni forcément bien fait sur les sites en règle générale. Exactement. Alors on arrive vers la demi-heure et on en arrive vers là où j'avais fini de préparer. On est oh wow. pile dans les... Ouais, t'es trop fort. Ça rattrape l'enregistrement démarré trop tard et le café qui était pas prêt. Mais ce qu'il y a avec YouTube, de toute façon, le son sera pas terrible dans le podcast sur le début, mais c'est comme ça. On pourra pas tourner les caméras.
Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis en live, aussi bien sur YouTube que sur LinkedIn. Il y a eu 10 personnes au moment les moins représentatifs du podcast. C'est déjà vachement mieux, hein. C'est x10 par rapport à la semaine dernière. Hein. Je sais pas s'ils reviendront vu que on a passé les 2 premières minutes à boire du café. Ouais, c'est vrai. C'est dans le titre, hein. Voilà. Alors, il pleut chez vous. Ouais, il pleut, ouais. Moi, il fait soleil aujourd'hui. Et voilà. Bon. Bon, bah allez, merci à tous de nous suivre. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, différentes choses, podcast, direct. Pour des trucs. Pour des trucs. Sur vos sites. Autour de la qualité. Ouais. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.